Bonjour. La première unité de méthanisation en Aquitaine a été créée en 2011, en Dordogne, si mes informations sont exactes. Il en existe aujourd'hui environ une centaine en Nouvelle-Aquitaine, tandis que plusieurs dizaines d'autres sont en projet. C'est dire si en 10 ans, la méthanisation commence à prendre une place de plus en plus visible dans le mix de l'énergie décarbonée. Son développement s'annonce plus spectaculaire encore, si l'on en juge par l'objectif fixé par la région, qui vise à n'utiliser d'ici à 2050 que du gaz vert provenant de ressources renouvelables locales, faisant la part belle aux déchets agricoles et alimentaires, même si d'autres procédés pourront être mis à contribution. Pour autant, la progression de la méthanisation sur le terrain néo-aquitain ne suit pas un chemin bordé de roses et chaque nouveau projet suscite désormais son lot de recours. Crainte d'impacts environnementaux, crainte de concurrence entre cultures énergétiques et alimentaires. Le sujet prend parfois un tour polémique, allant jusqu'à remettre en cause son intérêt dans la transition énergétique des territoires. On en vendra pour preuve le récent numéro de Cache Investigation sur France 2, intitulé sans équivoque « Déchets, la grande illusion ». Or, cette filière méthanisation se justifie d'être porteuse d'externalités positives, en d'autres termes, de procurer des avantages à des tiers, et de disposer des arguments de nature à apaiser l'acceptabilité sociale. Ainsi, cette première table ronde de la journée est-elle appelée la méthanisation au service des territoires. Donc sont avec nous pour en parler Guillaume Rioux, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de la transition écologique, environnementale et biodiversité, c'est le titre complet. Il est également en charge de la feuille de route Néoterra que nous évoquerons longuement tout à l'heure. Et il s'est également présenté, il est polyculteur dans le département des Deux-Sèvres. Lionel Poitvin, lui, est directeur régional à l'agence de transition écologique, l'ADEME en Nouvelle-Aquitaine. Jean-François Delettre, à mes côtés, président de l'Association des méthaniseurs de France et lui-même agriculteur méthaniseur en Seine-et-Marne. Et enfin, nous avons en visioconférence Daniel Salmon, sénateur écologiste Europe Écologie Les Verts d'Ille-et-Vilaine, et il est rapporteur de la récente mission d'information la méthanisation dans le mix énergétique, enjeux et impact. Cette mission d'information parlementaire a été diligentée, rappelons-le, à l'initiative du groupe écologique au Sénat. Voilà, donc tout d'abord, commençons par fixer un peu le cadre, et je me trouve vers Monsieur Poitvin, qui est un observateur et un acteur privilégié pour nous dresser un petit peu l'état des lieux de la filière, dans les grandes lignes, bien entendu, à la fois en France et en Nouvelle-Aquitaine, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Bien, donc oui, effectivement, au niveau de du parc d'installation, donc nous avons en France, alors ce sont des chiffres début 2021, donc nous avons plus de 1000 installations de méthanisation, et 64% d'entre elles sont en cogénération, donc des installations plutôt de plus petite taille, et donc 20% en injection, le reste comportant des injections directes sur des process ou sur des besoins de chauffage. Donc vous voyez, 64% en cogénération, ça signifie que, contrairement à ce qui est parfois présenté, la méthanisation reste principalement, je dirais, à taille humaine, entre guillemets, et on est sur des projets de territoire, des projets agricoles. Alors dans la petite typologie, donc 64% des projets de méthanisation à la ferme, le pendant étant donc des projets plutôt collectifs et élargis à l'échelle des territoires. Dans la progression, à l'origine, c'était plutôt des projets de cogénération, et maintenant, donc, nous avons une tendance forte vers l'injection. Et donc la montée en puissance récente porte plutôt sur... Juste une précision, je sais que nous sommes devant un public averti, mais est-ce que vous pouvez définir les deux procédés rapidement ? Alors, en ce qui concerne la cogénération, donc le principe consiste à utiliser les gaz dans un moteur pour produire de l'électricité,
et donc récupérer la chaleur notamment des gaz pour pouvoir produire de la chaleur sur l'exploitation agricole ou même carrément desservir peut-être des besoins locaux. Donc cogénération, c'est à la fois production d'électricité et de chaleur, et on est plutôt sur des petites installations. Et ça comprend surtout, enfin, ça correspond surtout à un éloignement du réseau. On est sur une économie locale. L'autre principe, celui de l'injection, c'est-à-dire pouvoir produire donc du méthane, donc du biogaz, ensuite l'épurer pour en ressortir le méthane, et ce méthane l'injecter dans le réseau gaz. Donc réseau de distribution principalement, réseau de transport dans certains cas favorables. Et donc là, on est sur la production et la substitution par rapport à du gaz fossile. Donc ces deux grands projets avec à l'origine, ces deux grands types avec à l'origine donc plutôt de la cogénération et maintenant donc l'idée de pouvoir développer une substitution au gaz au travers donc de cette injection dans le réseau. Donc, dans la partie, le sentiment qu'il puisse y avoir un petit peu un emballement des projets, on assiste notamment, vous citiez certains reportages à charge dans l'idée, voilà, c'est les projets se développent dans tous les sens et les projets se développent trop rapidement. Non, on est tout à fait dans les trajectoires annoncées. Et oui, parce que, excusez-moi de vous porter la précision, ces projets sont quand même cadrés, inscrits dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, et donc c'est bordé quelque part. Tout à fait. Donc c'est tout à fait bordé, et on est tout à fait dans l'axe prévu, dans la trajectoire prévue, puisque en matière de cogénération, on atteint déjà 87% de l'objectif de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, en termes d'électricité, on est bien par rapport à la vocation du biogaz et de la méthanisation. Et puis, en ce qui concerne l'injection, donc il y a eu des dépôts de dossiers assez nombreux sur les dernières années, depuis 2020. Et donc, on est en train de lisser la mise en œuvre de ces projets. On a environ 500 projets qui bientôt aboutiront d'ici 2023. Et ces 500 projets, cumulés à l'existant, feront qu'en 2023, nous aurons déjà atteint l'objectif qui était prévu pour 2028. Donc on est vraiment dans la bonne trajectoire, on est sur le bon fil par rapport à des objectifs qui sont nécessairement ambitieux pour répondre à ce besoin de décarbonation. Qu'est-ce qui justifie cette progression de la gestion ? Alors, ça permet donc d'avoir des projets multi-supports, c'est-à-dire non seulement sur des gisements agricoles, mais aussi en allant sur l'agroalimentaire et sur des projets aussi sur des produits de collectivité, notamment les biodéchets. Donc, j'exprimais tout à l'heure un peu l'intérêt aussi de pouvoir adjoindre les biodéchets dans les projets. Et donc l'injection, ça permet d'avoir donc un tarif de rachat garanti sur une quinzaine d'années. Et donc la nécessité donc de déposer, il y a eu donc un changement au niveau réglementation, il y a eu donc un besoin de déposer les dossiers avant novembre 2020, ce qui a fait un très grand nombre de dépôts de dossiers. Et donc ces dossiers, leur mise en œuvre va être lissée jusqu'à 2023. Et ça nous permet d'avoir quand même quelques assurances sur la réalisation, l'atteinte des objectifs. Merci. Je vais me tourner vers Monsieur Rioux, donc vice-président de la région, d'une région très engagée dans la transition écologique et énergétique, donc notamment à travers la feuille de route Néoterra, dont vous êtes le principal animateur. Donc une question toute simple, mais quand même assez vaste. Quel rôle fixez-vous à la méthanisation dans le bouquet énergétique de la Nouvelle-Aquitaine ? Eh bien, un rôle potentiellement central. Essayons de requalifier, d'observer ce que sont les nécessités énergétiques de notre pays et plus particulièrement de Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine, 6 millions d'habitants. Horizon 2030, 7 millions d'habitants. Chaque habitant de cette région consomme 28,5 MWh par an. Un petit peu plus que la moyenne nationale, plutôt à 27 MWh annuels. Au global, 165 000 gigawattheures consommés en Nouvelle-Aquitaine, toute activité confondue.
D'où vient cette énergie? Et comme ailleurs en France, 27% d'électricité, avec évidemment ce bouquet nucléaire, hydraulique, le PV, l'éolien, le gaz qui commence à arriver, mais qui ne sont aujourd'hui qu'une petite partie de ce bouquet, et surtout beaucoup d'importations fossiles, de gaz, de pétrole, encore parfois de charbon dans certaines industries, que nous accompagnons d'ailleurs pour sortir de cet état de fait. La situation, c'est celle-ci. Donc une autonomie, je vous le disais en introduction, qui n'est que très partielle. Donc l'objectif politique, premièrement, défossiliser, puisque ça, je pense que tout le monde, ou à peu près tout le monde sur cette planète, est maintenant d'accord. En tout cas, en décembre 2015, nous l'étions. Accord de Paris, qui faisait suite, novembre 2015, à la stratégie nationale bas carbone, mise en route de la programmation plurielle de l'énergie par la suite, enfin, nouveau programme. Bon, tout ça nous invite à sortir de cette carbonation de notre civilisation occidentale. Premier élément. Deuxième élément, les questions que j'évoquais aussi initialement, de géopolitique, d'autonomie, de stratégie globale. C'est la première fois depuis des décennies que nous avons la possibilité, avec les énergies renouvelables, de regagner notre indépendance énergétique, énergie au cœur de nos modes de vie finalement. Alors, cette PPE, on la décline dans des documents obligatoires, ce qu'on appelle des schémas directeurs régionaux, comme par exemple celui du SRADET, schéma directeur de développement durable et d'équité des territoires. Cette notion, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir aussi, parce que la question de la ruralité est au cœur de nos préoccupations en Nouvelle-Aquitaine. 8,5 millions d'hectares, 15% de la surface du pays, et évidemment, une activité agricole très forte, première région agricole, 12 milliards d'euros. Première région agricole. Donc tout ça nous amène à conduire un schéma de développement durable qui intègre pleinement, jusque dans les dispositions, dans les documents de planification intercommunaux, dans notre relation, à travers nos contrats de territoire, nos 51 contrats de territoire, à travers potentiellement demain le contrat de plan État-région, qui est en pleine renégociation. Donc l'ambition de la région de Nouvelle-Aquitaine en matière de mix énergétique, elle est très forte. Cet objectif d'atteindre la neutralité de carbone 2050, elle est presque transcendée par la possibilité d'aller sur un scénario 100% gaz vert. Et quand je dis 100%, c'est plutôt 110, 120%. Parce que le schéma régional biomasse, le SRB, objectivé par les scientifiques, objectivé par les dimensions sociotechniques, nous permettent de dire qu'à l'horizon 2050, potentiellement, nous serions exportateurs nets de gaz vert. Ce qui nécessite à la base de mobiliser les ressources suffisantes. Eh bien, il faut mobiliser les ressources liées à la biomasse, les ressources liées au système de photosynthèse, mais aussi les ressources humaines et les ressources financières. Et pour ça, il faut que, et on en parlait hier soir avec Jean-François Delettre, une affirmation politique ambitieuse et forte. J'espère que c'est ce que vous comprenez ce matin dans mon discours. Alors, à côté de la méthanisation, il y a d'autres possibilités. Le schéma éolien, le raccordement électrique par le photovoltaïque, l'agrivoltaïsme, mais aussi une autre possibilité. Bien sûr, l'hydraulique continuera. La géothermie, le système marin par la houle. Et puis, encore, pour de nombreuses décennies, sans doute,
le nucléaire au cœur de nos préoccupations. En tout cas, cette vision à moyen et long terme que l'utilisation fossile n'est plus possible et qu'il faut qu'on en sorte. Voilà les dispositions politiques que nous imaginons à l'horizon 2050, mais déjà plus avant, dès 2030, 30% du gaz devra être du gaz vert, d'origine méthanisation, d'origine biomasse. C'est une nécessité, parce qu'il y a des réseaux de chaleur qui sont en construction, et puis parce que pour déplacer sur quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres des masses lourdes, la substitution dans le cadre de moteurs thermiques du gasoil par du gaz est une possibilité technique qui n'est pas inatteignable, loin s'en faut. Donc pas uniquement les réseaux de chaleur, la mobilité aussi alors. Exactement. BioGNV est aussi une vision politique que nous avons. Alors elle nécessite, bien sûr, qu'en amont de la filière, cette structuration soit opérante avec les agriculteurs, mais qu'il y ait des dispositions de distribution aval importantes aussi. Et donc là, ça engage, bien sûr, les énergéticiens, encore que peut-être demain, allez-nous savoir si la ferme ne sera pas aussi une station de remplissage de nos réservoirs. Alors cette feuille de route, elle est très ambitieuse à l'horizon 2050. Elle est déjà ambitieuse à l'horizon 2030. Donc pouvez-vous nous dire aujourd'hui à quel stade vous vous situez dans l'avancée de cette feuille de route Néo-Terra? Mais écoutez, je vous disais tout à l'heure, à ce stade, plus de 70 méthaniseurs installés en Nouvelle-Aquitaine. Et notre objectif, pour atteindre notre objectif quantitatif 2030, il nous faut 280 méthaniseurs installés sur ces 12 départements. Ça fait plus de 20 méthaniseurs par département. En moins de 10 ans. En moins de 10 ans, et avec une forme de perspective croissante, voire exponentielle, où il faudra que les dernières années, en tout cas c'est notre feuille de route méthanisation, gaz vert, il faudra que nous arrivions à 45-50 méthaniseurs les dernières années pour atteindre notre objectif 2030. Merci. Je me tourne vers Monsieur Delettre. Donc, Monsieur Delettre, vous êtes agriculteur au même titre que Monsieur Rioux, mais vous êtes agriculteur méthaniseur. Vous êtes président des méthaniseurs de France. Donc, moi, je voulais savoir que vous nous définissiez quel est l'intérêt pour la profession agricole de se lancer dans la méthanisation. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, l'AMF, c'est donc l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. On est confondu des fois avec l'Association des maires de France, mais on ne fait pas de politique dans l'association. Donc je vous remercie. D'abord, je suis content de venir en région parce que ça prouve que la méthanisation aujourd'hui doit se décliner en région pour pouvoir être animée. Il y a encore 4-5 ans, on se retrouvait à une trentaine dans des granges un peu froides. Et aujourd'hui, on peut être dans un amphithéâtre confortable. C'était le néolithique, quoi. Régional. Non, ce n'était pas néolithique. C'était des gens qui avaient une vision, des projets à mener. Et on n'était pas du tout néolithique, mais on était peu nombreux et dans ces conditions-là à l'époque. Ce que je veux vous dire d'abord, c'est le thème en fait, de la table ronde, c'est que la méthanisation, c'est avant tout, on est attendu pour l'énergie qu'on produit, et c'est la première chose souvent que voient les agriculteurs, c'est cette capacité à avoir une flèche de plus à leur arc, et donc de produire de l'énergie renouvelable. Quand vous êtes sur un territoire, que vous travaillez déjà avec le soleil, la pluviométrie, etc., le côté renouvelable, vous l'avez dans votre ADN. Donc vous comprenez tout de suite ça. Le deuxième projet des agriculteurs en général, c'est justement de se lancer dans les projets. Et ça veut simplement dire se jeter vers l'avant et être prêt à sortir pour beaucoup de difficultés qui vivaient sur leur schéma agricole pour aller de l'avant dans des transitions qui sont actées par le ministère de la Transition écologique ou le ministère de l'Agriculture aujourd'hui. Donc ça, c'est la deuxième partie qui est intéressante pour les agriculteurs qu'on représente, c'est qu'on se projette vers l'avant. Et il y a d'ailleurs tout un tas de jeunes agriculteurs et jeunes femmes dans l'association qui sont bien là pour marquer cette capacité, cette envie d'aller de l'avant. Et puis le dernier élément, c'est aussi un côté plus sombre de la méthanisation qui est le digestat, c'est-à-dire que ça nous donne aussi l'opportunité de sortir d'une fertilisation soit fossile, soit de problématiques d'effluents d'élevage pour gérer la fertilisation de nos plantes, de nos prairies, etc. de façon différente. Et donc, quand les agriculteurs comprennent ça et sont confiants dans leur capacité de monter ces projets-là aujourd'hui,
Beaucoup s'intéressent. Dorénavant, il y a des centaines de projets en construction aujourd'hui à ce qu'on porte, et l'association est là pour les accompagner. À la fois ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours vu comme des gens qui ont des projets, alors que même les gens qui ont des méthaniseurs depuis 7 ou 8 ans, on dit toujours comment va ton projet de méthanisation. Or, on tourne, on exploite, etc., mais on est toujours vu comme des gens qui allons de l'avant et qui bousculons tout ça, avec les défauts que ça a aussi. Mais voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est la projection vers l'avant, la participation aux transitions nationales, et dorénavant, ce qui nous intéresse davantage, c'est que on parle de services au territoire, donc là, il va falloir tout mettre sur la table et comprendre ce qu'on veut, quels sont les services attendus par chaque territoire. Et puis, le dernier élément, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans un environnement national, international, etc., et que dans nos petits territoires locaux, on se met à comprendre tout ça, on se met à s'interroger sur toutes ces problématiques-là. Vous définiriez-vous comme un agriculteur qui fait de la méthanisation ou comme un agriculteur énergéticien? Alors, les deux termes ne vont pas. C'est-à-dire que ça, c'est ce pourquoi on est reconnu au départ. C'est-à-dire c'est ce qui est... Il y a 10 ans, on parlait d'énergie renouvelable, beaucoup. On en parle encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en fait, quand on fait de la méthanisation, et la méthanisation, c'est juste le terme technique qui est très réducteur par rapport à ce qu'on porte, en fait, on s'intéresse à tout plein de sujets. Et donc, les changements climatiques, le carbone dans le sol, les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre, ça, c'est des éléments directs sur nos unités. Et donc, moi, je ne me décris pas comme agriculteur énergéticien ou un agriculteur méthaniseur. Je me décris comme agriculteur, porteur de projets d'énergie, porteur de projets qui s'intéressent à tout ça. Et c'est très, très varié dans l'association. Et les profils, les dimensions, les collectifs individuels, etc., qui prouvent que les agriculteurs qui sont dans ces projets-là, ils ont des visions très variées, mais toujours cette idée d'aller vers l'avant et de s'adresser en fait à leur territoire et aux gens qui les entourent. Merci. Je vais me tourner vers Monsieur Salmon qui patiente devant son écran. Monsieur Salmon, donc vous êtes sénateur, vous êtes rapporteur de la récente mission d'information sénatoriale sur la méthanisation. Donc je rappelle que cette mission a été diligentée sur proposition de votre groupe, le groupe Écologie, Solidarité et Territoire du Sénat, vous-même étant un élu Europe Écologie Les Verts. Donc cette mission d'information a débouché sur une série de propositions et de recommandations qui sont disponibles sur le site du Sénat. Donc je voulais dire, au terme de ce travail dont vous avez été le rapporteur, qu'est-ce que vous en retenez principalement et qu'est-ce que vous pensez qu'il a mis particulièrement en évidence? Et peut-on dire à ce stade, à travers vos travaux, qu'il existe un modèle français de méthanisation? Bonjour messieurs. Je dis messieurs parce qu'effectivement la méthanisation n'a pas encore l'air d'être tout à fait une affaire de femmes. Mais bon. Alors il faudrait qu'on vous tourne du côté de la salle. Il y en a quelques-unes dans la salle quand même. Ah voilà, je ne les vois pas. Il y en a même beaucoup d'ailleurs. On est avec vous pour discuter méthanisation. Effectivement, nous, au sein du groupe des écologistes au Sénat, nous avons voulu mettre en avant cette problématique méthanisation, puisqu'elle est l'objet de nombreuses controverses, comme vous l'avez déjà annoncé tout à l'heure. Et nous avons essayé de sortir un rapport le plus complet possible et assez exhaustif, qui mette bien en avant toutes les problématiques. Je pense que nous avons réussi à faire quelque chose d'assez intéressant. Par contre, nous étions 23 sénateurs dans cette mission. Et donc, aujourd'hui, j'ai une parole un petit peu différente, c'est-à-dire que moi, je suis un sénateur écologiste, donc même si je partage l'ensemble des préconisations qui sont dans ce rapport, j'ai une vision, je pousse un peu les curseurs un peu plus loin sur un certain nombre de données. Pour moi, il faut s'assurer avant tout que dans chaque cas de méthanisation, nous sommes bien dans une production d'énergie renouvelable et vraiment durable. Alors quelle serait une énergie non renouvelable, enfin non durable, à l'inverse? Eh bien, il nous faut avoir des exploitations qui fonctionnent avec des intrants qui viennent essentiellement d'un périmètre, je dirais, restreint, puisqu'il ne faut pas obérer le bénéfice carbone avec des transports trop importants. Vous le savez, les effluents porcins, par exemple, c'est 95% d'eau, 5% de matière sèche, donc il est inconcevable de promener ces effluents sur de longues distances. Il faut faire attention aussi à avoir des exploitations qui ne fonctionnent pas avec des importations
massive, je dirais, de soja brésilien, parce que vous comprenez bien que si dans la chaîne, nous avons, en fin de compte, du carbone importé, on va dire, ça pose problème. Et il faut également avoir des exploitations qui arrivent à se passer au maximum des engrais de synthèse, puisque vous savez que l'engrais de synthèse, c'est un engrais fossile, puisqu'il est fait avec beaucoup d'énergie. Donc voilà, une fois qu'on a regardé tout cela, eh bien, on peut se dire qu'on peut aller vers une méthanisation qui est durable et renouvelable. Mais il faut encore lever quelques doutes que nous avons mis en avant également dans ce rapport. Il y a beaucoup de discussions autour du digestat et sa capacité à conserver le carbone dans les sols. Il y a des études qui sont plutôt encourageantes dans ce sens-là. J'ai rencontré de nombreux agriculteurs. On s'est rencontré avec M. Delettre qui indique qu'eux trouvent que leur sol s'améliore avec le digestat, mais il reste encore à persévérer et avoir vraiment une vision complète, exhaustive. Pareil, dans les analyses cycle de vie, il faut encore que l'on travaille. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'énergie renouvelable qui soit complètement indolore. Chaque énergie a ses contraintes. Il faut faire en sorte de limiter au maximum ces contraintes. C'est pour ça que nous, en tant qu'écologistes, nous engageons avant tout dans des politiques de sobriété et d'efficacité. Aujourd'hui, on consomme à peu près 500 TWh de gaz en France. Dans les perspectives mises en avant par les scénarios Négawatt, on irait plutôt vers une consommation de 140 TWh en 2050. Mais il faudra les produire. Donc, c'est pour ça que nous nous sommes penchés sur cette question de la méthanisation, qui est vraiment une question complexe, puisqu'elle est à la charnière entre le monde agricole et le monde de l'énergie. Et il faut aussi voir dans cette méthanisation quel est l'intérêt pour les agriculteurs et l'intérêt sur le long terme, et non pas se contenter de voir le court terme, parce qu'on peut avoir des déboires comme en connaissent régulièrement les agriculteurs. Donc, nous voulons vraiment une méthanisation qui soit assise sur un modèle agricole durable. Oui. Alors, je reviendrai sur ce point avec vous tout à l'heure, mais comme vous n'avez pas mis votre étiquette dans la poche, je voudrais demander à nos interlocuteurs s'ils souscrivent à l'analyse que fait Monsieur Salmon. À part sur le commentaire sur les femmes, puisque nous, dans l'association, à la fois sur les aspects communication et la diversité des sujets que je vous ai dit, c'est les femmes qui sont le plus à l'aise avec ces sujets-là, malheureusement, dans l'association. Donc, on met plutôt les femmes en avant dans l'association. Sinon, sur la logique de dimensionner le projet en cohérence avec son territoire, de gérer la logistique au mieux, etc. Oui, bien sûr, sur tout ça, on se souscrit. La seule chose, en fait, qui est jamais abordée sur ces questions-là, c'est que nous, quand on discute au niveau des ministères, on nous parle toujours du coût de notre énergie, quoi. Et donc, à un moment donné, il faut bien qu'on se mette en adéquation sur quelle typologie de projet vous voulez, quelle est la taille, quelles sont ses contraintes, pour que économiquement nos projets soient aussi porteurs. Un projet de méthanisation aujourd'hui, c'est souvent 2, 3, 5, 8 millions d'euros d'investissement. C'est des emplois, des engagements des porteurs de projets aussi socialement sur leur terrain. Et donc, il faut qu'on ait une visibilité sur ce que chaque territoire souhaite, et je pense que la diversité de la France fait que chaque région, en l'occurrence, et on demande à la Nouvelle-Aquitaine en fait de se renouveler, doit définir, voilà, dans les Landes, j'aimerais tel type de projet, dans le Marais Poitevin, j'aimerais tel type de projet, je vois telle place dans la méthanisation, et donc là, les porteurs de projets qu'on est, qui sont aujourd'hui contestés, hein. Il y a des grosses difficultés pour asseoir les projets de méthanisation sur le territoire. On a besoin de définitions politiques et de cadres, de modèles. Hein. C'est pas forcément de l'argent, mais pour pouvoir être cohérent dans ce qu'on fait et avoir confiance. On s'engage, on a la chance d'avoir des contrats de 15 ou 20 ans pour certains, mais ça suffit pas. Il faut que le territoire il comprenne ce qui se passe en son sein, que ça soit depuis les biodéchets jusqu'au digestat, au gaz vert demain, etc. Merci. Alors, Monsieur Rio, Monsieur Poitevin, assez rapidement, parce que l'heure tourne et on a d'autres points à aborder. Donc, est-ce que vous avez une réaction par rapport ?
tout à fait d'accord, et sur l'impact par rapport au territoire, sur le fait que donc sur l'être lié à une agriculture à impact agro-environnemental, je dirais positif, il n'y a pas de difficulté. Donc là-dessus, tout à fait en phase. Par contre, il faut absolument qu'on développe les argumentaires justement sur les impacts environnementaux, sur les bilans carbone, sur les ACV. Puisque sont véhiculés, on le voit dans les messages critiques là, ou dans les reportages critiques, on surfe sur le CO2 du transport, on va surfer sur des dégagements de tel ou tel polluant. Je crois qu'il faut vraiment mettre en avant les analyses que l'on a sur les bilans carbone. Les différents bilans carbone réalisés sont très, très nettement favorables. Donc ça, il faut vraiment le mettre en évidence, il faut l'expliquer, il faut le pouvoir, à l'échelle des territoires, justement, en discuter avec les acteurs des territoires. Et par ailleurs, sur les analyses de cycle de vie, c'est pareil. Hein. Une dernière qui a été réalisée par l'INRAE montre que sur 16 indicateurs d'analyse de cycle de vie, ils sont tous favorables et certains très très largement favorables, ceux notamment qui portent sur la protection des ressources naturelles et puis par ailleurs sur les émissions, donc sur le bilan carbone avec des après méthanisation, donc un gain de 60 à 90%. Donc je crois que tous ces chiffres-là, il faut vraiment les mettre en avant parce que vous avez raison, il y a des messages qui sont véhiculés à l'encontre de la méthanisation. Il faut vraiment rectifier le tir. Il faut par ailleurs aussi que l'ensemble des projets soient virtueux, parce que comme on le sait, la moindre difficulté sur un projet va porter la crainte sur l'ensemble de la filière. Il faut vraiment, là aussi, pouvoir tirer les enseignements de certaines difficultés, mais surtout mettre en avant ces bilans environnementaux qui sont globalement positifs. Rio, rapidement, s'il vous plaît. Oui, très rapidement. Il me semble que votre question présage déjà la question suivante. Votre question, elle interroge non seulement le modèle énergétique, mais le modèle agricole de notre pays demain. Absolument. Donc oui, je suis pleinement d'accord avec ce que vient de dire monsieur le sénateur. Mais l'interrogation, c'est celle-ci. Et c'est déjà une interrogation politique. Quel est le projet agricole de notre pays pour demain, pour les décennies à venir? C'est ça la question. Est-ce que l'énergie est partie intégrante du projet agricole? Et moi, ce que j'en observe depuis ma place aujourd'hui, et depuis la précédente, c'est que l'évolution du projet agricole, faire la prochaine PAC, n'a pas suffisamment pris en compte les dispositions nécessaires pour faire évoluer le projet agricole. Donc il y aura vraiment une confrontation à poser sur les territoires. Alors la question in fine, est-ce que puisque ce n'est pas un mouvement descendant, est-ce que les territoires ont des projets agricoles propres qui leur permettront d'explorer ces dimensions énergétiques? Justement, on va venir maintenant aborder le chapitre des territoires, plus proprement dit. Donc, je reviens vers vous, Monsieur Salmon. La mission d'information a permis de définir les fameuses externalités positives de la méthanisation. Donc, quelle est, selon vous, à travers le travail que vous avez mené, quelle est la plus-value de la méthanisation pour les territoires? La plus-value, elle est très nette, c'est sur la souveraineté énergétique, bien entendu. Nous cherchons avant tout aujourd'hui à nous sortir des fossiles. Donc, à partir du moment où on a des productions de gaz renouvelables, c'est très très important. Sur le territoire, effectivement, si on veut parler plus du côté économique, on peut avoir un certain nombre de créations d'emplois et quelques retombées. Mais je reviendrai simplement sur ce qu'on disait sur les modèles agricoles. Je pense qu'il faut trouver aussi les moyens d'embarquer tout le monde avec nous sur ces problématiques énergétiques, et il faut avant tout avoir une planification sur les usages de la biomasse aujourd'hui, parce qu'effectivement, on va demander beaucoup à la biomasse dans les années à venir, puisque pour sortir des fossiles, il nous faudra vraiment nous reposer sur les forêts et sur l'agriculture. Et donc, aujourd'hui, on doit pouvoir travailler, savoir ce que l'on va faire de nos 29 millions d'hectares de surface agricole utile, puisqu'il faudra avant tout nourrir les hommes, hein, c'est quand même une fonction première de l'agriculture, nourrir les animaux,
mais également faire de la fibre. On sait que les vêtements, c'est 10% des gaz à effet de serre au niveau planétaire. C'est énorme, il va falloir reconquérir ça. Il va falloir aussi que l'agriculture participe avec le lin, le chanvre, à l'isolation, à la construction des maisons, avec éventuellement la paille également. Et en plus, on demande à l'agriculture aussi d'être productrice d'énergie. Donc voilà, on a tout un tas de demandes face à l'agriculture. Il va falloir vraiment avoir une vision claire. On ne peut pas fonctionner par à-coups. On l'a bien vu, on en parlait tout à l'heure, le prix, le tarif d'achat, parce qu'effectivement, les politiques publiques se structurent autour de tarifs d'achat. C'est ça qui est incitateur ou qui ne l'est pas. Donc là, on a eu un coup de rabot sur les tarifs. C'est ça qui provoque d'ailleurs cet embouteillage et cet engouement pour déposer des projets au plus vite avant que les tarifs ne baissent. Donc on ne va pas pouvoir faire le yo-yo comme ça. Il va falloir avoir des visions claires parce qu'on ne s'engage pas sur 1 million, 2 millions d'euros ou 5 ou 6. Comme ça, sans avoir de visibilité. Donc je pense que les retombées économiques, elles seront dépendantes de cette vision sur le long terme parce que sinon, on peut avoir un engouement qui va conduire à beaucoup de déceptions derrière. Parce que moi, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de nombreux méthaniseurs qui se développent. Moi, je parle surtout pour ma région en Bretagne, en lien avec l'élevage. Mais on voit bien que notre production de biomasse, elle n'est pas infinie non plus. Et donc, il faut veiller à ce que ça ne vienne pas impacter complètement les autres filières agricoles. Je pense à la filière, bien entendu, élevage, mais aussi ça peut être sur les céréales. Donc, il faut qu'on ait une vision vraiment complète. Sinon, on peut avoir des lendemains qui déchantent sur la méthanisation. Donc, il ne faut pas y aller à marche forcée. On parlait tout à l'heure qu'on était dans la trajectoire. Je pense qu'on est plus que dans la trajectoire, puisque vous l'avez dit, ce qui était prévu pour 2023, pour 2028, on l'a pratiquement dès 2023. Donc, la Confédération paysanne demande un moratoire. Moi, je pense qu'il faut vraiment veiller à ce qu'on ait une lisibilité pour tous les acteurs. Sinon, on n'aura pas d'acceptabilité. Ouais, ok, merci. Monsieur Rioux, on en revient un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, vision à long terme égale planification ? Oui, enfin, redéfinition du projet agricole et des fonctionnalités de l'agriculture. L'agriculture, depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale et sa révolution verte, avait pour objet d'asseoir quantitativement la souveraineté alimentaire française et européenne. Elle avait pour autre objet, et c'est la définition législative de la PAC dès le début des années 60, d'améliorer le revenu des agriculteurs. Malheureusement, à l'octobre 2020, les dispositions législatives de la PAC 2021-2027, qui commencera que le 1er janvier 2023, a imaginé les mêmes dispositions législatives, alors que nous ne sommes plus en 1962, comme vous l'aurez remarqué, et que les enjeux et les attentes de la société sont tout autres. Il y a évidemment des questions, aux questions quantitatives, des questions qualitatives alimentaires qui viennent s'ajouter. Il y a des fonctionnalités énergétiques, comme vous êtes bien sûr tout à fait au courant, des fonctionnalités environnementales, des exigences, et rappelons quand même le Green Deal, rappelons la stratégie biodiversité 2030, rappelons Farm to Fork, qui a quand même un certain nombre de dispositions dans le cadre européen qui sont à peine relayées par le plan stratégique national proposé dernièrement. Bon. Donc il s'agira de comprendre le polymorphisme, les multifonctionnalités de l'agriculture de demain. Et évidemment, les dispositions énergétiques en font partie. Et l'intérêt de la méthanisation, au-delà de ces considérations technico-économiques, qui sont difficiles à asseoir, hein, je l'entends bien, au regard des autres concurrences, des autres propositions énergétiques qui sont faites. Au-delà des questions d'indépendance énergétique, de réindustrialisation, il y a évidemment les dispositions environnementales et puis les dispositions sociologiques de notre agriculture. Est-ce que ces projets peuvent être des projets de territoire permettant, par exemple, de redévelopper et d'imaginer la transmission-installation sur nos territoires?
et de redonner une dynamique à cette démographie agricole qui est tant en danger. De la plus-value pour les territoires de la méthanisation, quelle est-elle selon vous? La plus-value pour les territoires, elle est, alors elle est plusieurs ordres. Hein. Elle est que ce dont on a parlé au début, c'est déjà la transition, on en parle beaucoup. Nous, on les a mis en marche, d'accord. Donc elles sont là, elles peuvent venir être mesurées, testées aujourd'hui, contestées. J'étais très content des derniers mots de M. Salmon, alors que j'ai pas toujours été d'accord avec certains points qu'il développait. Mais donc il y a l'aspect énergétique, il y a l'aspect durabilité, c'est-à-dire que ça, on pense aussi que la méthanisation, c'est un schéma durable. On se bat d'ailleurs, y compris pour les petits méthaniseurs qui puissent être estampillés durables. Il y a un risque aujourd'hui, par exemple. Donc la durabilité, elle est là, elle est facilement. On est ancré sur un territoire, on peut mesurer l'ensemble des flux d'un méthaniseur. Donc on pense que cet aspect durable, c'est un vrai plus pour le territoire. Et puis après, il y a aussi toute l'aventure humaine, la formation, l'assise des entreprises autour de nous, de création d'emplois qui sont très locales et très concrètes et qui sont une chance pour certains territoires ruraux aujourd'hui, très clairement. Donc, et après, le dernier sujet pour nous, c'est qu'on voit bien, à travers les gens qui viennent frapper à nos portes, que d'une agriculture qui était plutôt vieillissante, avec un problème de renouvellement de génération, nos projets servent aussi à renouveler ça. Alors, petite échelle, on n'est que quelques centaines et milliers. Avec nous, on emmène souvent 3 ou 4 exploitations agricoles. Mais voilà, on donne envie à des jeunes de venir s'installer, on donne envie à des jeunes de venir travailler avec nous. Et c'est pas neutre du tout quand vous êtes agriculteur, que vous avez 40, 45, 50 ans et que vous vous interrogez sur l'avenir de vos projets. Donc, pour toutes ces questions-là, on pense que nos projets doivent être pris par le territoire. Et que c'est une chance énorme. Voilà. Au travers de ce qu'on vient de dire, Monsieur Poitvin, quel peut être le modèle de méthanisation français compte tenu de tous ces grands objectifs à venir? Bien, mais donc au regard de ce qui a été présenté, donc un modèle vraiment qui part des besoins du territoire et qui connaissent, je dirais, qui intègre bien l'approvisionnement du digesteur. Et donc là aussi, on évoquait la biomasse et la forte demande sur la biomasse, le rôle important de la biomasse. Il faut qu'à l'échelle donc des territoires et des projets, il y ait une bonne connaissance de la mobilisation de la biomasse, éviter donc les conflits d'usage et pouvoir aller vers des projets qui partent donc des besoins et des potentiels du territoire, projets donc je dirais qui vont regrouper des acteurs du territoire donc sur une base peut-être agricole, mais aussi ne pas oublier les besoins des acteurs de l'agroalimentaire, les collectivités notamment au travers de ce qu'on appelle les biodéchets. Vous savez que dans notre poubelle, si on en fait l'autopsie, on a à peu près 30% de matière qui peut être dirigée vers un retour au sol via le compostage ou via la méthanisation. Et là encore, on parle de projet de territoire, mais que les digesteurs contribuent à la mise en œuvre donc une gestion optimisée des déchets organiques à l'échelle des territoires est aussi un des enjeux importants, mais à condition de maîtriser, de connaître ces gisements. Et c'est la raison pour laquelle, avec donc la région, notre partenaire, on développe un dispositif d'observation pour justement connaître quels sont les gisements mobilisables, quelles sont les quantités, qualités, quels sont les liens avec les projets déjà en cours ou les projets à venir. Donc vraiment qu'on soit dans une approche maîtrisée, mais qui parte des besoins des territoires. Et où en êtes-vous aujourd'hui de ce travail? Alors sur l'observation, donc on a la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir un observatoire, donc l'AREC, qui est vraiment très performant. Je pense que sans faire de cocorico, on a un des observatoires les plus efficaces de France. Et nous connaissons donc les gisements par collectivité, par territoire, et ça nous permet ainsi, donc au travers aussi d'une action comme Méthanaction, de pouvoir collectivement porter à connaissance les gisements mobilisables et puis aussi peut-être pouvoir négocier, discuter avec les acteurs pour qu'on ait un aménagement des plateformes qui soit harmonieux et en adéquation avec ces gisements. Monsieur Delattre, vous vouliez réagir? Oui, je voulais juste...
Ouais, je voulais juste réagir sur l'aspect biomasse. Alors, vous allez entendre parler de ça de plus en plus, hein. Nous, on est déjà dans ces travaux-là. C'est des travaux qui vont être essentiels sur l'année prochaine et ce qu'on appelle la prochaine PPE, c'est-à-dire qu'il va falloir que les politiques arbitrent qu'est-ce qu'on veut des sols agricoles, des sols forestiers, etc. Quelle est leur destination. Je voudrais juste qu'on prenne un peu de hauteur sur ce sujet-là. Alors, j'ai du mal à accepter mon âge, mais il y a 20 ans, j'étais indemnisé pour mettre 10% de mes champs en jachère, avec des gens qui venaient mesurer mes champs de jachère avec des mètres de couturier. D'accord ? Donc j'avais des contrôles pour venir mesurer les mètres carrés que je ne cultivais pas. Ça, c'est la réalité de mon métier il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on vient nous interroger, nous les méthaniseurs, on se dit, ah oui, vous mettez en danger la biomasse, etc. à l'avenir. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une chance à la fois pour nous, agriculteurs, ça on est content d'avoir aujourd'hui d'être reconnus pour la biomasse qu'on produit. C'est une chance pour la Nouvelle-Aquitaine, parce que la Nouvelle-Aquitaine a des sols agricoles, forestiers, etc. Vous aurez tout un tas de questions, ça ne va pas être drôle tout le temps, mais c'est une chance, à mon avis. C'est une chance pour la France aussi, parce que quand vous regardez la France un tout petit peu de haut, vous verrez le sujet, et je le vois d'autant plus que quand on discute au niveau européen, les pays européens, enfin, si vous êtes au Danemark, vous n'avez pas cette question-là à vous poser, quoi, hein. Si vous êtes au Portugal, c'est pareil, la question elle est très limitée. Et la France a une énorme chance à ce niveau-là. Donc, j'entends les critiques, j'entends les arbitrages qu'il faudra faire, j'entends les débats sur la biomasse, mais avant tout, on aura besoin de nous, que ça soit posé très clairement, que c'est une chance pour notre territoire, aussi bien local que national, et qu'il ne faut pas en avoir peur. Nous, on est là... L'association, par exemple, on a mis en place la charte des agriculteurs méthaniseurs de France, où on a engagé à ce que tout le monde ouvre ses portes, fasse les bilans, etc. Donc, si vous voulez venir voir comment se passe la biomasse sur nos territoires, on est tout à fait ouvert à ça. Par contre, on est 100% convaincus que c'est une chance à la fois pour nos projets, les territoires et la France. Alors, on m'a demandé de tenir l'horaire parce qu'il y a d'autres tables rondes qui s'enchaînent derrière. Et nous avions prévu de réserver quand même un petit temps aux questions de la salle. Donc, sauf si chacun des intervenants a quelque chose de particulier à rajouter, sera volontiers, mais rapidement. Mais sinon, évidemment, nous avons bien conscience de ne pas avoir épuisé le sujet. Mais bon, on l'épuisera pas aujourd'hui. Donc, voilà. Ben, écoutez, maintenant, oui, Monsieur Salmon, oui. Parce qu'on parlait de territorialisation, effectivement, c'est un des enjeux fondamentaux. Il faut vraiment que ça s'ancre. La méthanisation doit s'ancrer dans les schémas régionaux biomasse, les SRADEC. Et il faut aussi associer la SAFER et puis les chambres d'agriculture. Clairement, il faut que la méthanisation n'échappe pas aux agriculteurs. On parlait d'agriculteurs méthaniseurs. Aujourd'hui, on a quand même les énergéticiens qui sont de plus en plus présents et il faut veiller à ce que, on n'industrialise pas et qu'on ne tombe pas dans un gigantisme qui va effectivement aller à contrario de tout ce qui est demandé à l'agriculture. Donc, il faut vraiment être sur une territorialisation avec une bonne gestion des gisements. Et puis, je pense qu'il faudra évoluer également sur la réglementation, parce que quand on parle d'acceptabilité, aujourd'hui, on a une réglementation qui n'est sans doute pas tout à fait à la hauteur, puisque les moins de 30 tonnes jour sont simplement soumises à déclaration, et ce qui n'est pas sans poser des problèmes, puisqu'il n'y a aucune concertation qui est faite en amont. Donc je pense que si on veut que la méthanisation soit comprise, il va falloir aussi dialoguer, même si je sais que nous sommes dans des moments difficiles et que le dialogue n'est pas toujours simple, mais il faut dialoguer avec les populations. Merci. Donc la parole est à la salle. Je ne sais pas s'il y a des gens pour faire circuler les micros. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Présentez-vous s'il vous plaît avant de poser la question. Merci. Bonjour, je m'appelle Karine Palin, je suis maire en fait à Soussan dans le Médoc. Et en fait, je suis venue ici avec des élus parce qu'on envisage de faire justement une unité de méthanisation. Mais plus à partir de soupes, des choses comme ça. Mais en fait, ce qui m'a interpellée dans vos discours, c'est plus le fait de parler de mini-méthaniseurs, comme si en fait on pourrait faire des petites unités locales pour rassembler les agriculteurs et pouvoir recycler leurs déchets de leur agriculture. C'est ce que vous voulez dire ou pas ? Je pense plutôt au président des agriculteurs de la méthanisation. Alors, je ne pense pas avoir dit mini. Mini, c'est le mot que vous avez employé ? Non, mais quelqu'un a utilisé le nom de mini-méthaniseur. Okay, alors, Micro ?
Non, je peux vous donner mon point de vue sur le sujet. Oui. Alors, je comprends la polémique sur les très gros méthaniseurs, d'accord? Et on discute avec des projets de terrain qui ont des gros méthaniseurs. Nous, à l'association, il y a des projets qui vont de quelques milliers de tonnes à 40, 50, 60, 70 000 tonnes, des collectifs, d'éleveurs, etc. Donc, on n'a pas de réflexion sur la taille. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes sur un projet 100% autonome avec des entrants très simples, vous pouvez imaginer ce qu'on appelle de la microméthanisation, mais quand j'ai voulu mettre une taille là-dessus, on ne m'a jamais répondu. Donc, je ne suis déjà pas à l'aise avec la taille de la microméthanisation. Et après, les réalités de ce qu'on vit, nous, sur le terrain, c'est qu'il y a des astreintes qui sont fortes. Ça ne s'arrête pas un méthaniseur hein, du lundi au dimanche. Alors, contrairement en plus à ce que dit M. Salmon, la réglementation elle vient de se durcir. Donc, les exigences de présence, etc., elles sont réelles. Et donc, de notre point de vue, et ça existe un certain nombre de compétences, c'est un vrai métier. Il faut apprendre tous les sujets de ce métier-là. Et donc, de notre point de vue, il y a toujours une taille un peu minimum pour arriver à s'en sortir. C'est-à-dire que si vous voulez être entouré... moi, je l'ai vécu personnellement. Hein, j'ai fait tourner mon méthaniseur tout seul pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, j'étais complètement rincé, quoi. Donc, et c'était pas un tout petit méthaniseur comme voudraient certaines personnes, d'accord ? Et donc, il faut bien avoir une taille suffisante pour être entouré, accompagné. Il y a des jeunes aujourd'hui, enfin, on reçoit des CV sur nos méthaniseurs justement pour venir travailler. Donc, voilà, on n'a pas de... La microméthanisation peut marcher si vous avez des instruments très spécifiques et uniques. Dès que vous êtes dans un schéma diversifié, ce qui est plutôt le cas du système français, il va vous falloir acquérir une taille et un dimensionnement de méthaniseur qui vous permettent d'être efficace, souple et performant et sûr surtout. D'accord, merci. Bonjour, Jacques Arthur de Saint-Germain, président de ENIA, la marketplace pour les matières organiques. Je voulais vous poser la question des biodéchets. Au-delà des matières agricoles ou d'élevage, qu'est-ce qui est prévu dans la région pour mobiliser, collecter, valoriser les biodéchets, notamment des villes? Oui, donc sur les biodéchets, hein, donc c'est un programme à la fois national hein, pour aller tout ce qui est gestion à la source des biodéchets et régional, puisque nous y travaillons avec la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on a lancé un appel à projet qui va être d'ailleurs renouvelé en 2022 pour que les collectivités puissent y répondre. Et nous accompagnons donc les collectivités sur la mise en œuvre donc avec un financement pour tout ce qui va être mis en œuvre donc de la collecte, tout ce qui est études préalables. Donc un accompagnement fort. En Nouvelle-Aquitaine, on doit avoir une vingtaine de collectivités déjà parties sur le sujet. Et nous avons l'ambition vraiment de couvrir une grande partie du territoire. Donc c'est parmi pour ça tout à l'heure j'évoquais les biodéchets et le lien avec la méthanisation. Il y a réellement à l'échelle des territoires et pour répondre aux besoins des collectivités le lien à faire et je dirais des éléments très positifs puisque les biodéchets vont constituer une matière complémentaire à apporter sur les digesteurs et une matière produite vraiment localement. Donc on a tout un programme en cours. Et donc, les collectivités pourront y répondre à notre prochain appel à projet qui devrait être lancé très prochainement. Oui, bonjour. Lionel Jordan-May de Bordeaux Sciences Agro. Vous avez parlé pour la Nouvelle-Aquitaine d'une future autonomie en gaz naturel. Mais s'il fallait fabriquer, par exemple, nos engrais azotés avec le gaz produit en Nouvelle-Aquitaine, alors est-ce que vous la comptabilisez, cette autonomie? Et sinon, est-ce qu'il faudrait doubler ou tripler les installations? Voilà, sachant qu'on a effectivement aussi du méthane importé dans des produits manufacturés. Et je voulais savoir à quel point celui-ci comptait dans le bilan méthane. Alors, je n'ai pas la réponse technique à votre question. Il faudra explorer. La question est intéressante. La question technique est intéressante. Mais essayons d'imaginer autrement. Moi, je vais la désaxer, votre question. Est-ce que les engrais azotés, tels que vous les qualifiez, par le procédé de condensation, le procédé Haber-Bosch, est la solution de demain concernant l'agriculture? Est-ce que la question n'est pas plutôt d'interroger le projet agroécologique? Vous connaissez le scénario After 2050 de Solagro. Qu'est-ce qu'il projette? À partir de la décomposition de l'assiette et du moins mais mieux de viande, plus de protéines d'origine végétale, plus de céréales complètes, etc.,
de passer de 2 millions de tonnes d'engrais azotés utilisés en France à 1 million de tonnes. Donc il me semble qu'il faut plutôt projeter votre question dans cette perspective-là. Comment, je vous le disais en introduction, mobiliser et reboucler les chaînes de l'azote. Comment, à partir de l'azote organique, on peut rendre disponible l'azote sous solution nitrate, utilisé par les plantes. Je crois que c'est ça la bonne question. Il est à cet instant, à mon avis, il faudrait expertiser la question, mais absolument inconcevable, alors que nous sommes en déficit gazier dans notre pays et en Nouvelle-Aquitaine, quand bien même nous avons d'excellents réseaux, il est bon de le rappeler, de distribution. Il est absolument inconcevable d'utiliser du gaz noble qui pourrait servir à notre chauffage, à nos déplacements, pour concentrer l'azote atmosphérique et rester dans un système qui n'opère pas sa transition agroécologique. Voilà. Donc, monsieur, je pense que la question est impertinente au sens, là aussi, noble du terme. Interrogeons-nous sur la place de l'azote, ses conductions, son cycle. C'est plutôt, à mon avis, la bonne entrée. Je voulais juste ajouter que, à mon sens, dans le calcul que vous faites, vous avez déjà oublié le digestat. C'est-à-dire qu'on produit l'énergie verte par le gaz vert, mais on a toujours le digestat. Et lui, il est en recyclage, etc. Donc, sauf si vous êtes avec 100% d'effluents, et là, on ne rapporte pas davantage de fertilisants à la ferme Nouvelle-Aquitaine. Sinon, si on parle de biodéchets, etc., vous rajoutez tout ça en plus. L'autre élément que je voulais dire, c'est que nous, ce qui nous intéresse, mais nous interroge en fait là-dedans, c'est quand la Nouvelle-Aquitaine annonce de vouloir être exportatrice même de gaz vert à l'échelle 2050, c'est la perspective qui est donnée. On ne prétend pas en méthanisation qu'on va résoudre tous les problèmes de l'énergie renouvelable et durable de la France. Par contre, on prétend être une des solutions. Et ce dont on a besoin, c'est de perspectives très claires et assumées. Donc maintenant, les difficultés qu'on a en ce moment, c'est de politiques qui voient trop le prix de l'énergie et qui viennent fluctuer leurs décisions, etc. Nous, on a juste besoin d'avoir un rythme de croisière défini parce qu'un méthaniseur, c'est long à monter, c'est long à construire et c'est long de faire les transitions agricoles derrière pour le supporter. Mais après, ce qui nous intéresse, c'est que la perspective, elle soit donnée. Et on espère que ces perspectives-là soient données aux autres énergies aussi. Mais nous, ce dont on a besoin sur nos projets, c'est de cette perspective-là. Donc, que la nouvelle... Après... aux hommes politiques d'assumer que leurs perspectives, elles sont cohérentes avec leur territoire. Mais nous, sur nos projets, on a besoin de ça. Oui, je voudrais bien apporter... Oui, alors juste une petite précision. Cette table ronde était prévue pour durer jusqu'à 11h. Donc, il est 11h. Donc, est-ce qu'on a encore un petit peu le temps ou bien est-ce qu'on arrête On arrête? Non, on peut continuer. On peut prendre une dernière question. Alors, on va prendre l'intervention de M. Salmon et après une dernière question. Mais assez courte, M. Salmon, s'il vous plaît. Oui, je vais faire très court. Mais la question était bonne tout à l'heure. Effectivement, chaque Français, je crois, produit à peu près l'équivalent de 11 tonnes de carbone par an. Non, ça doit être de CO2, que je ne dise pas de bêtises. Et sur ces 11 tonnes, il y en a 5 tonnes qui sont importées, effectivement. Donc, il faut avoir tout ça en vision. Donc, notre souveraineté énergétique, elle doit passer aussi par une souveraineté de production et ne pas importer du carbone. Donc, c'était là la question, c'est-à-dire que quand on importe du soja brésilien, on importe du carbone. Quand on fait des engrais de synthèse, on apporte du carbone. Donc, il faut avoir tout ça dans la balance. Je pense qu'on peut avoir une méthanisation qui fonctionne en étant tout à fait productrice nette de méthane. Par contre, il faut s'interroger aussi sur la notion de déchets, parce qu'on a vendu un peu la méthanisation comme étant la solution, la panacée, parce qu'on utilisait des déchets. En agriculture, il n'y a pas de déchets. Tout est réutilisé, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, vous le savez aussi bien que moi. Et c'est le cas dans l'ensemble des productions de la société. Donc, même les déchets bioménagers, il va falloir, ce ne sont que des déchets transitoires, puisqu'on peut les valoriser soit par le compost, soit par la méthanisation. On n'a pas abordé ces questions-là des bouts de steppe aussi. Je pense qu'il y a des méthanisations là qui sont très intéressantes, qui permettent de faire rouler les bus ou autres. Mais effectivement, il faut avoir une approche toujours systémique, globale, pour ne pas
aller s'engager dans des choses qui pourraient devenir des impasses demain. Et juste dernière chose, il faut être vigilant sur le foncier. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me revient en permanence, en particulier en Bretagne. Parfois, un petit maraîcher qui a besoin de 3 hectares ne trouve pas de terre et un méthaniseur qui a une puissance financière plus importante arrive à s'agrandir. Donc, je pense que si on veut que les choses soient acceptables, il faut être vigilant sur tous les points. Merci, M. Salmon. Donc, une dernière question dans la salle et après, on arrête. Il y a plusieurs mains qui se lèvent. Mais bon. Donc bonjour, je suis Quentin Marot-Decamps, je suis étudiant à Bordeaux Sciences Agro et je voulais savoir justement comment vous comptez appréhender les potentiels conflits d'usage qu'il pourrait avoir sur justement les terres agricoles. Pardon, j'ai été distrait, tu peux répéter ta question? Comment vous comptez appréhender les conflits d'usage potentiels sur les terres agricoles? La production alimentaire et justement le biogaz. Alors, Alors c'est la question piège en ce moment pour nous, Association des agriculteurs méthaniseurs de France. D'accord. Moi, je ne suis pas président de chambre d'agriculture, je ne suis pas président de syndicat agricole, mais on a bien vu que ces questions-là se posaient. D'accord. Donc il y a 2 ans, par exemple, on s'est mis à mettre autour de la table avec les gens de l'énergie, les GRDF, les GRT Gaz, etc., ces institutions agricoles en leur disant on commence à voir qu'il y a des questions agricoles très fortes qui se posent. C'est ce que je vous ai dit au départ, d'un sujet qui était un peu d'experts, où on était quelques-uns, ça se développe, et les questions agricoles elles vont arriver. Notre vision aujourd'hui, on a beaucoup, par exemple, d'éleveurs dans l'association, on a beaucoup de gens qui ont monté des projets, elle est qu'un projet de méthanisation, si votre ferme agricole tourne correctement, c'est-à-dire que si vous vivez avec un salaire, il n'y a aucune raison que le méthaniseur vienne perturber l'équilibre agricole de votre territoire local. Si vous avez des difficultés, et c'est la réalité dans certains, je vais être très clair, c'est la réalité dans certains élevages allaitants avec le prix de la viande, c'est la réalité dans certains élevages laitiers aussi, ou même à certains moments dans des élevages porcins, là la méthanisation elle est vue comme une opportunité pour l'agriculteur de se renouveler, d'accord ? Et on vient souvent le juger de ça. Alors je pense qu'il y a certaines situations où vous feriez bien d'aller voir parce que juger certains agriculteurs avec les difficultés qu'ils ont avant, ça me paraît un peu difficile, mais c'est des réalités. Donc oui, il y a des conflits d'usage, ils ont toujours existé en agriculture, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Sauf que la méthanisation, c'est comme tout à l'heure, M. Salmon, je suis content, il disait les textiles. Je suis parti d'une région où il y a du chanvre et du lin. Le chanvre et le lin n'est jamais accusé de faire des conflits d'usage avec l'alimentaire, etc. D'accord ? Or, la méthanisation le fait. Donc, il faut qu'on s'interroge sur pourquoi la méthanisation arrive avec ces questions-là et qu'on réponde par nos pratiques, par la communication sur nos projets, de pourquoi on le fait. Il n'y a aucun... je peux vous prendre des tonnes de projets que je connais dans la région où il n'y en a aucun qui est là pour détruire l'agriculture locale, etc. Ils sont au contraire là pour leur redonner des souffles, retravailler les questions à la fois polémiques d'irrigation, de gestion des effluents... Pour les Landes, c'est trouver des périodes où on peut faire pousser autre chose, etc. Donc il y a des tonnes de sujets qui viennent complémenter et diversifier l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Et les conflits d'usage, il faut les traiter quand ils existent. S'il y a des abus, on demande au ministère de venir contrôler, etc. Mais ils sont très à la marge, selon nous. La question que vous posez est une question déjà d'organisation politique de notre démocratie. Il révèle les injonctions paradoxales permanentes, il révèle les désirs paradoxaux de notre société qui veut plus de nature sans envisager réellement comment moins consommer. C'est la question du sevrage, du consumérisme. Et c'est la question de l'objectivation de nos propos, la question de la nuance de nos propos. Comment, face aux réseaux sociaux, allons-nous pouvoir, nous, élus, sur les territoires, organiser une réponse politique? À mon sens, elle passe par un élément qui est la connaissance. Nous sommes en permanence, dans notre civilisation, et c'est particulièrement vrai depuis quelques années avec ces réseaux sociaux, sous l'emprise du paysage des émotions tel que le qualifie Pierre-Rosan Vallon. Il faut que nous passions, alors si ces émotions restent nécessaires, nous en sommes emprunts en permanence, et c'est normal, mais il faut que nous objectivions par la connaissance, et donc
par l'éducation à l'énergie, telle qu'on a pu le faire sur l'éducation à l'environnement, en faisant monter nos concitoyens en compétences sur la biodiversité, par exemple. Il faut que nous fassions monter, par la formation des élus, dans un premier temps, nos élus, puis nos concitoyens en compétences sur les questions énergétiques. Qu'est-ce que je consomme ? D'où ça provient? Quelles sont les mécaniques infrastructurelles du territoire? Quelles sont les dynamiques physiques? C'est très compliqué, ça fait appel à des abstractions. Comment passer du kilowatt au kilowattheure? C'est super compliqué à comprendre. Et puis l'abstraction des échelles de grandeur. Comment passer du millier au million, puis au milliard? Tout ça est très compliqué, mais il nécessite que nous, politiques, ayons un investissement auprès des territoires qui soit assez fertile, proactif, pour former, pour la connaissance et organiser le dialogue territorial avec les élus. Et c'est pas si simple. Nous sommes en train de travailler, vous savez que, je vous l'ai dit tout à l'heure, Alain Rousset a toujours voulu objectiver avec les scientifiques ces questions-là. Il n'y a pas que les sciences dures, il n'y a pas que les questions géophysiques, il y a sans doute aussi les sciences humaines et sociales, les SHS, qui sont au carrefour des dispositions de demain. Et nous travaillons en ce moment avec des sociologues de Bordeaux pour voir comment organiser justement ces dispositions démocratiques. Bien, écoutez, je vous remercie. On a un petit peu débordé, on nous a accordé un petit peu de délai, mais là on me dit que c'est terminé. Donc merci de votre participation. Et puis vous avez encore beaucoup de tables rondes et d'ateliers au cours de cette journée pour continuer à vous informer. Donc merci, et maintenant laissons place à la table ronde suivante.